Bienvenue, mesdames, messieurs. Prise de parole officielle du chef d'État béninois au sujet du coronavirus, demandée avec insistance et à maintes reprises par nombre de ses concitoyens. Patrice Talon a fini par briser la glace. À la faveur d'un entretien télévisé, il aura levé un coin de voile sur ce qui s'apparente à un mutisme qui, au fond, n'en serait pas un. Parole du chef d'État en personne. Dans la lutte contre le coronavirus, Patrice Talon serait très impliqué et presque sur tous les fronts. La situation est bien grave, souligne-t-il, tout en se montrant rassurant. Empêcher le coronavirus de se propager au Bénin est bien à notre portée. Fin de citation. Adresse de Patrice Talon face au Covid-19 au Bénin. Une attente comblée. Le débat, mesdames, messieurs, ce sera tout de suite et maintenant. Regard croisé de deux analystes sur ce plateau. Déjà, notre compagnie, Zéphirin Aouga, philosophe, il est observateur de la vie socio-politique. Zéphirin Aouga, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs de CICAT TV. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous savoir en notre compagnie, en dépit d'un agenda plutôt chargé ces temps-ci. Zéphirin Aouga a su un certain nombre de fronts en face de lui. Ce jour-ci, Louis Assoba, très disponible depuis peu. Il est journaliste indépendant. Louis Assoba, bonjour. Joël Tangi, bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Et vous répondre à leur façon. Merci à vous d'être là ce jour pour nous accompagner pour cet instant de décryptage. Appel pressant de Patrice Talon pour une ultime adresse au sujet du Covid-19 et ses corollaires éventuels. Depuis le 29 mars, mesdames, messieurs, c'est chose faite. Ce fut au détour d'un entretien télévisé d'une dizaine de minutes. Le chef d'État béninois s'est adressé donc aux millions d'âmes. Vous l'avez, chacun d'entre vous, suivi, j'imagine, religieusement. Votre observation d'ensemble, aussi bien sur la forme que sur le fond, Zéphirin Aouga. Oui, je crois que nous devons savoir que le chef de l'État a voulu montrer, malgré la gravité, il a reconnu quand même que le Covid-19, que c'est un mal réel, et que c'est une pandémie, et que nous observons tous, même sans son intervention, la population, nous observons les informations sur les chaînes étrangères, on observe depuis. Mais il a voulu être rassurant. On a vu quelqu'un qui n'a pas voulu semer la panique. C'est un chef d'État qui sait qu'il y a un problème, mais qui veut montrer quand même que nous ne devons pas paniquer. Et c'est avec beaucoup de sérénité, beaucoup de circonspection que nous allons, avec nos moyens, gérer le mal. Parce qu'on ne peut pas abandonner le pays, on ne peut pas fuir, on ne peut pas... ce n'est pas dans l'agitation qu'on va le faire. C'est ce que moi j'ai retenu. Je crois que dans la suite du débat, j'ai vu quelqu'un qui a voulu rassurer d'abord. Il a voulu rassurer. Il a reconnu que le mal existe, que son gouvernement s'en charge, qu'ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais j'ai vu quelqu'un... Le premier signe, c'est de rassurer d'abord. Premier message phare, un message d'un chef qui rassure sa troupe. Le mal existe, mais pas impossible à vaincre. Voilà. Oui, vous l'avez suivi aussi, Louis Assoba, la forme et le fond. Que diriez-vous ? Je dirais tout simplement que l'entretien du chef de l'État est venu, c'était une attente de la population depuis un bon moment. Et à un moment donné, son mutisme est devenu inquiétant, de part et d'autre, au point où les détracteurs ont commencé, je vais dire la population béninoise, certains ont commencé par condamner son silence radio. Et donc, à l'arrivée, c'est vrai que quelque part, il a été rassurant, mais j'attendais le chef de l'État beaucoup plus sur le sujet. Il a été bref et rassurant, mais j'aurais souhaité qu'il aille au-delà, ce que je n'ai pas pu constater. Et il y aura des dérives. Non, pas forcément des dérives. Vous allez constater que juste après son intervention, moi personnellement, je suis resté sur ma faim, comme d'autres Béninois également. On va apprécier pourquoi êtes-vous resté sur votre faim ensemble. Mais pour ce qui a été dit, nous allons
avec votre permission, essayer graduellement de partager avec nos téléspectateurs l'essentiel qui, pour vous, doit plutôt être retenu. Alors, j'y vais avec les mots introductifs qui n'auront échappé non plus à personne. Si mes compatriotes n'ont pas encore eu l'occasion de m'entendre en personne, vous comprenez, il s'agit là de Patrice Talon et non de moi. Alors, c'est bien parce que je suis à la tâche, jour et nuit, minute après minute. Je m'implique personnellement dans tous les segments de la riposte. Fin de citation, je m'en arrête là. Si on prend ce pan introductif de son intervention, que diriez-vous? Oui, il est en train de, juste pour montrer que son mutisme dont a parlé mon compatriote, que c'était l'apparence. Le mutisme n'était qu'un mutisme apparent. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas préoccupé et que son gouvernement ne travaille pas. Et il faut qu'on se rappelle que depuis que le Covid s'est manifesté en Chine, il est vrai que même l'OMS n'est pas allé très rapidement en besoin. Et c'est quand ça a commencé par faire rage en Chine que l'OMS s'est impliquée, a commencé par... Mais même les premières sorties de l'OMS ne parlaient pas tellement trop d'Afrique. Il faut voir comment est-ce que tout le monde a été surpris. Bien que le cas chinois, à partir de fin janvier, février, commençait pas à être inquiétant. Mais chacun se disait, la Chine est quand même un peu, c'est trop loin d'ici, ça ne va pas nous arriver. Et même les Européens pensaient que bon, ça n'atteindra jamais l'Europe. Mais après, les gens ont commencé par paniquer un peu, puis ils ont commencé par prendre quelques mesures. C'est après que l'OMS a commencé par faire des déclarations. Mais les premières déclarations même de l'OMS, vous allez constater que l'OMS aussi ne prenait la mesure de la gravité de ce virus-là, de la pandémie, au jour le jour. Et au Bénin, on a vu quelques mesures qu'on pourrait qualifier d'insignifiantes par rapport aux agitations qu'on a ailleurs. Mais c'est parce que, bon, on est quand même très éloigné. Et bon, les gens ont commencé par dire, bon, il faut arrêter les voyages, il faut mettre quelque chose au niveau de l'aéroport pour filtrer les voyageurs, pour tester... Donc, cette sortie se justifie par le fait qu'il faut y aller avec beaucoup de tact. Tout cela se faisait, mais c'est avec le chef de l'État. Quand on a mis un dispositif à l'aéroport, tout ça, là, le ministre de la Santé, tout, le chef de l'État n'est pas allé, mais le ministre de la Santé ne veut pas aller faire ça sans que le chef de l'État ne soit au courant. Quand on a dit il faut qu'au niveau des frontières terrestres, il faut mettre quelques dispositifs, tout ça là, même si ceux qui sont là pour faire le travail faisaient un peu avec un peu de manquement, parce qu'on a appris en tant qu'il y a un Burkinabé ou bien un Togolais qui a quitté ici et qui est allé à Lomé, une dame, et que c'est à Lomé qu'elle est allée se faire consulter et que finalement on l'a reconnu positive là-bas et que bon, et puis en plus il y a un Burkinabé qui allait de gauche à droite à Cotonou et finalement et ça a paniqué un peu les gens. Mais le chef de l'État a montré que tout ce qui se faisait là, ce n'était pas sans lui. Il n'avait pas besoin de venir au front tout de suite. Bon, maintenant, il est normal, par rapport à ce que dit M. Achogba, que vu tout ce que nous autres, on entendait, d'ailleurs, quand vous entendez, vous apprenez que en Chine, en Italie, par exemple, qu'en une journée, il y a plus de 800 morts. Et que vous êtes dans un pays, et qu'on parle d'un mal qui quitte la Chine, qui voyage, qui vient en Europe. L'Europe, l'Afrique, c'est à peine 6 000 km, c'est pas loin, hein, et qui est déjà même en Afrique, et qui commence par faire tache d'huile, mais vous êtes ce citoyen, vous devez avoir peur. Donc, M. Achogba qui dit que la population attendait que le chef de l'État intervienne, puisse parler, je crois que ça là, c'est vrai. Mais moi, personnellement, je savais que tout ce qui se faisait n'était pas fait sans qu'il ne soit au courant, sans ces injonctions, sans ces instructions
c'était ce qu'on pouvait faire en ce moment-là. Et de toutes les manières, si c'est une guerre, nous ferons la guerre avec nos moyens. Si c'est une guerre, nous ferons la guerre. Nous la ferons avec nos moyens. Merci. Ce ne sera que ça. Forcément, oui. On ne peut pas péter plus. Non, ce serait avec nos moyens. Sur cette question-là... Oui, Joël, je suis entièrement d'accord avec mon vis-à-vis. Mais vous voyez, de l'entretien, la toute première question est de savoir pourquoi se métise. Cela voudra dire, à mon avis, que le chef de l'État même reconnaît qu'à un moment donné, son silence en dit long. Et que nous sommes en face d'une crise sanitaire. Nous ne parlons pas politique ici, nous parlons d'une crise sanitaire qui emballe même les grands pays qui disposent des systèmes, comment on appelle, des systèmes sanitaires les plus sécurisés au monde. Est-ce que vous voyez? Donc l'inquiétude, à un moment donné, il faut telle inquiétude. Et même si on voit que le chef de l'État est dans l'ombre, en train de travailler, c'est seule sa sortie pouvait vraiment rassurer. Et donc, le moment choisi, moi, je trouve que on devrait peut-être choisir ce moment depuis que les suspicions ont commencé. Est-ce que vous voyez? Et l'autre chose, c'est vrai que je ne voudrais pas encore rentrer dans le fond, je voudrais dire le mode que le chef de l'État a choisi pour s'adresser à la nation. J'ai l'impression que ce mode, c'est un mode qui permet de juste venir expliquer. J'aurais souhaité, comme on voit ailleurs, c'est vrai que chacun a son mode de gouvernance, j'aurais souhaité un chef d'État qui s'adresse à la nation de façon solennelle, à travers un discours par exemple. Mais le mode qu'il a choisi, lorsqu'on parle de l'entretien, c'est comme, la situation, c'est vrai, c'est sous contrôle, mais le contraire, c'est-à-dire si c'était un discours, on aurait voir un chef d'État qui est plus impliqué, qui doit, en face de la population, se dire vraiment ce qui se passe. Je suis entièrement d'accord que c'est une crise sanitaire et je vous rassure que ça se passe très bien. Mais le mot choisi ne permet pas à la population qui suit le chef de l'État de savoir si réellement il est vraiment impliqué ou juste il est venu expliquer ce pourquoi il a gardé un silence plat, un silence radio. C'est pour ça que je dis, de tout ce qui a été dit, je suis resté sur ma faim. Et je ne suis pas le seul parce que après le discours, il faut aller sur les réseaux sociaux. Il faut voir les dits des Béninois. Quelques qu'on a interviewés, il faut les voir. Ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'il est venu dire? Qu'est-ce qu'on ne savait pas? Est-ce que vous voyez? Parce que pour tout ce que le chef de l'État a dit, le Béninois maîtrise déjà tout. Quand il parle par exemple de mesures que le gouvernement a prises, quand il parle de les villes qui sont isolées, quand il parle des raisons pour lesquelles on n'a pas encore parlé de confinement total, je crois que quelque part, le Béninois est déjà au courant. Et donc, il n'a rien, selon moi, apporté de nouveau qui puisse taire en quelque sorte l'inquiétude du Béninois, le stress du Béninois. Êtes-vous toujours inquiet, vous? Je le suis toujours. Vraiment? Parce que je le suis, je vais vous dire, je le suis parce que, pas que je suis alarmiste et pas que je suis pessimiste, je prends le cas des États-Unis, qui a commencé avec 15 cas au début, qui minimisait à travers même le président Donald Trump, qui minimisait carrément la chose. Mais aujourd'hui, c'est le pays qui a plus l'hécatombe au monde, l'apocalypse même. Zéphiri Aouga, êtes-vous inquiet? Non, je ne peux pas être inquiet. J'évolue rapidement, c'est une question subsidiaire. Je reviens sur, puisqu'on décrypte le message, les as de l'intervention du chef de l'État. Alors, on lui a demandé, vous avez suivi, pourquoi pas de mesures radicales au début? Votre vis-à-vis a sorti le mot confinement, il faut le souligner, jusqu'à preuve de contraire pour l'instant. Pas de confinement au Bénin, mais de cordon sanitaire. Pourquoi pas de mesures radicales? Le confinement en fait d'ailleurs partie. Le chef de l'État a répondu pour rafraîchir juste la mémoire à nos téléspectateurs qui nous suivent. Alors, il répond ceci: le Bénin ne peut pas se permettre actuellement de confiner les populations. C'est un luxe, dit Patrice Talon, que les pays riches peuvent se permettre, mais pas le Bénin, a-t-il martelé.
Le faire serait déclencher un chaos qui remettrait en cause le minimum impératif de lutte. Fin de citation. Je m'en arrête là. Votre regard. Oui, il a totalement raison. Il a totalement raison là. Il y a pas... Je suis content que M. Assopa dit qu'on ne fait pas la politique. Parce que là, aujourd'hui, ne fait pas la politique du tout. Mais là, ce qu'il a dit, il a raison. Et pourquoi? Je prends seulement mes frères émigrants. Et je vais compter le nombre de émigrants. Je prends seulement la ville de Cotonou. Alors, si on demande qu'il y ait confinement sur 2 semaines et que aucun émigrant ne doit plus sortir, aller faire son travail et revenir, il n'est pas salarié de l'État. Quand il tombe malade, c'est lui-même qui se soigne. Quand il veut, son logement, c'est lui-même qui s'en occupe. S'il a une femme et des enfants, c'est lui-même qui s'en occupe. C'est comme ça, nous sommes béninois. Hein? Moi, j'ai connu un drame la dernière fois. J'ai dit, j'avais perdu ma femme la dernière fois, en janvier seulement. Et ça m'a fait changer beaucoup de choses. Je croyais que je connaissais quelque chose. Quand je vois les politiciens s'agiter, mais souvent la réalité est ailleurs. Ce que veut le simple, l'individu. Quand je suis citoyen béninois, là, qu'est-ce qu'il me faut pour que je sois à l'aise chez moi, pour que je puisse être fier d'être béninois? Ce n'est pas les querelles politiques. C'est les basiques, là. Les basiques. Quand vous allez à l'hôpital, comment on prend soin de vous? Comment vous arrivez à payer? Ce basique fait défaut. Il faut pouvoir l'intégrer. Ce basique fait défaut. À travers le message du chef de l'État, il faut lire une identité. Oui, donc si je prends seulement le ZEM, et si je prends les autres pans, les artisans, tout le monde, aujourd'hui, même avec le cordon sanitaire, on est en train déjà de créer des problèmes à quelques citoyens. Mais tous ceux qui font le transport pour quitter l'OME, vous venez à Cotonou, tout ça là, puisque c'est un cordon sanitaire, vous ne pouvez pas vous déplacer en masse, tout ça là. Les transports en commun, on les a arrêtés. Mais tous ceux-là qui doivent nourrir leur famille. Et souvent, c'est des chauffeurs qui travaillent pour d'autres propriétaires de camionnettes et de bus. Donc, ceux-là, ils vont faire 15 jours pour ne pas travailler. Est-ce que nous sommes un pays où les gens sont suffisamment assis, où l'État a suffisamment d'argent pour s'impliquer, pour dire que voilà, moi, je mets un peu d'argent pour coûter tous ceux-là. D'abord, est-ce que ceux-là sont recensés? Est-ce qu'on les connaît? Voilà. Un problème de fond. Un problème de fond. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les connaît véritablement? On va voir rapidement la réaction de votre vis-à-vis avant d'évoluer. Donc, le chef de l'État, il a raison 100% sur ça. Merci beaucoup. On ne peut pas parler de confinement au Bénin. Oui, le chef de l'État l'a pour des raisons précises. Quand on suit bien votre vis-à-vis, est-ce qu'il ne faut pas simplement conclure un chef à l'écoute de son peuple, un chef qui connaît son peuple? Un chef à l'écoute de son peuple et un chef qui connaît son peuple, je suis entièrement d'accord. Mais cela ne veut pas dire que la mesure qui a été prise, il n'y a pas de conséquences. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Oui, j'ai commencé par en parler. Au-delà du confinement, on parle quand même de cordon sanitaire qui n'est pas sans conséquences aujourd'hui. Ah oui, on peut pas quitter ce que je voudrais dire... Avant la conséquence, la mesure elle-même. La mesure elle-même, je partage. Je suis entièrement d'accord. Mais quelque part, je dis, la réponse apportée à cette mesure, pourquoi on a pris cette mesure, c'est parce que aujourd'hui, le chef de l'État reconnaît que le Béninois travaille au quotidien, vit de ce qu'il gagne au quotidien. C'est pourquoi cette mesure a été prise. Je suis entièrement d'accord. Alors, au-delà, moi je vais loin. Je dis, si aujourd'hui nous sommes à 6 cas, et que peut-être demain, ce que je ne souhaite pas, nous traversons peut-être une crise sanitaire plus que ce que nous sommes en train de penser actuellement. Nous parlons par exemple des milliers de cas. Vous savez que à choses exceptionnelles, mesures exceptionnelles, on va parler peut-être de confinement. Voilà le chef de l'État qui dit, certes, le Béninois vit au quotidien de ses moyens, et l'autre chose, l'État n'a pas les moyens. Ce qui suppose que si demain, par exemple, l'État se retrouve dans l'obligation de passer au confinement
est-ce qu'à dire que l'État que nous voyons ne va pas aider la population? Point d'interrogation. Est-ce qu'à dire que cet État-là va vouloir dire, puisque le Béninois vit au quotidien de ce qu'il gagne, donc je ne vais pas faire le confinement, je vais toujours parler de cordon sanitaire? Point d'interrogation toujours. C'est pour dire que, au-delà des mesures que le président est en train de, et son gouvernement, ils sont en train de prendre actuellement, nous sommes tous d'accord. Mais quand on dit que nous n'avons pas les moyens pour le moment, mais quand la crise va s'accentuer, est-ce que on va toujours prononcer cette phrase-là? Ce qui me fait dire que, à un moment donné, j'ai l'impression que le message du chef de l'État sur cette question que vous venez d'évoquer, il dit, vous prenez vos responsabilités. C'est comme un enfant qui vient, c'est comme un père qui vient à la maison pour dire, voilà, il y a telle chose, moi je n'ai pas les moyens. Prends tes responsabilités. Et comme ça, c'est comme si l'État se désengage. Je le dis parce que nous sommes mieux aujourd'hui que le Niger. On a évoqué, par exemple, quand je dis sur le plan économique, nous sommes mieux que le Niger. Et à chaque fois, on ne cesse de le répéter depuis un bon moment, que le Bénin est sorti même de cette zone appelée zone des pays les plus pauvres. On a évoqué ça. Quand nous prenons par exemple le Burkina Faso, quand nous prenons le Niger, quand nous prenons le Togo, voilà des pays, c'est vrai, c'est pratiquement la même chose dans la sous-région. Vous ne pouvez pas dire que le Niger, tout le peuple nigérien, ou bien tous ceux qui sont au Niger sont des fonctionnaires. Quelque part, ce sont des gens qui vivent également au quotidien. Et pourtant, aujourd'hui, on parle de confinement, on a anticipé. Alors, cela voudra dire qu'au-delà de tout, si ça se passe au Niger et que l'État, malgré tout, trouve quand même des mesures pour accompagner, ne serait-ce que accompagner la population, comment se fait-il qu'au Bénin, on va évoquer, on va dire, on n'a pas les moyens? Économiste, vous êtes aussi. Oui, le Bénin, sur le plan économique, comme a semblé souligner votre vis-à-vis tout à l'heure, a fait des chiffres quand même très intéressants qui ont été évoqués avec les félicitations du FMI. Oui, ce sont... Alors, est-ce qu'on peut en profiter parce qu'il dit, je reprends autrement, est-ce qu'avec cette mesure, nous ne courons pas le risque d'un coût en vie humaine plus important que des pertes économiques? C'est une grosse interrogation. Alors, face à ça, vu qu'on a engagé quand même on peut dire des points sur le plan économique, profiter des plus-values et essayer de faire une certaine redistribution. En économie, on n'est pas encore arrivé. On est toujours en chemin. Il faut reconnaître que le gouvernement de M. Patrice Talon a fait un grand pas et c'est salué de tout le monde. Mais c'est un gouvernement aussi qui est conscient qu'il y a encore du travail à faire et qu'il s'agit de la macroéconomie qui est mise en place et les fondamentaux qu'on essaie de mettre en place, des réformes douloureuses qui se font, comment il faut gérer les fonds publics pour faire... Donc, alors que nous sommes quel pays? Les besoins sont énormes. Donc, ce qui se fait, quand M. Assogba parle, on sent que malgré les félicitations du FMI, de la Banque mondiale et tout, mais le peuple béninois ne ressent pas encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la macroéconomie et puis il y a les retombées de la croissance dans ce que souvent les politiciens appellent le panier de la ménagère. Et ça, là, il faut encore travailler plus. Pour que nous ne commencions pas à avoir ces retombées-là. Mais pour le moment, si jamais on ne sait pas gérer, on va encore chuter. C'est encore... Mais nous sommes en face d'une crise. Oui, nous sommes en face d'une crise. Et toute crise se gère de manière stratégique. Le confinement dont on parle, confinement, ce n'est qu'une stratégie. Mais ce n'est pas une stratégie qui enraye le mal, qui tue le virus. C'est une stratégie seulement qui permet de freiner
de freiner la contamination. Ce n'est pas de faire disparaître le virus, mais de freiner la contamination. Parce que depuis que le mal, que c'est devenu une pandémie, même les grands scientifiques jusqu'aujourd'hui ne s'entendent pas encore, sont en train de rechercher tous les jours que Dieu fait jusqu'aujourd'hui, chercher à connaître le virus et à connaître sa carte et son génotype, son phénotype, à faire toutes les expériences pour savoir mais c'est quel virus, quelles sont ses caractéristiques, comment est-ce qu'il faut le contrer, tout ça. Ce travail-là est en train d'être fait et jusque-là, on n'a pas encore d'antidote. Les gens sont en train de faire des essais cliniques. Tu me dis, il y a un professeur marseillais qui a adopté un protocole de prophylaxie que le Bénin utilisait déjà depuis. Ah bon? Ah oui, parce que nous avons aussi les meilleurs docteurs au monde. Hein. Vous allez à Marseille, Paris, là, il y a des Béninois là-bas. Hein. Tout à fait. Vous allez en France, partout, il y a de vrais docteurs. Donc ce protocole-là dont parle le Marseille, là... Didier Raoult, là, mais c'est... Depuis que la crise a commencé ici, ce monsieur Ompati là. Donc le Bénin l'appliquait en douce. C'est ce que sans crier. Parce que c'est quoi en médecine? On va toujours, surtout sur un mal qu'on ne connaît pas. Vous voyez, un médecin réputé, on en a de très grands volets. C'est des gens qui sont humbles. Parce qu'en face de la science, c'est d'abord l'humilité. Forcément. Puisque on va toujours dans l'inconnu. Et quelque chose que vous n'avez pas prévu peut venir toujours vous surprendre, vous contrarier. Donc les gens sont toujours prudents. Donc aujourd'hui, ils sont tous en train de faire des essais cliniques. Il y a des protocoles qui ont été adoptés qui marchent pour le moment. Mais on attend pour voir si est-ce que ça n'aura pas d'effets secondaires. Est-ce qu'on n'aura pas d'autres imprévus, des choses qu'on n'avait pas prises en compte avant, qui vont revenir contredire ce qu'on pensait être positif, être bon. Donc, sur la question en définitive, Zéphirine Aouga, pour le Bénin, le cordon sanitaire va jusqu'au 13 avril prochain. Il faut simplement croiser les doigts pour que ça puisse porter ses fruits et qu'on ne soit pas tenté d'aller au confinement. Je voudrais dire que cordon sanitaire au confinement, s'il y aura catastrophe, il y en aura. Donc il faut gérer le reste avec beaucoup d'optimisme. Il faut donc, puisque même les pays dans lesquels on fait le confinement, là, avant-hier en France, il y a eu 412 morts. Et que l'État accompagne. Attendez, avant-hier en France, il y avait 400 morts. Le même État français, il y a 10 ans, même avant 10 ans, même Macron est arrivé à peine 4 ans, non, qu'il est là, non. Mais ils ont fait une coupe sombre dans le budget par rapport aux hôpitaux. L'État français s'était désengagé. Il s'était désengagé depuis. Parce que qu'est-ce qu'on disait? Les pays que nous aussi, nous observons et que nous disons, ouais, il faut les copier, l'État accompagne. Mais c'était le même État qui disait qu'il n'y avait pas d'argent. Et demandait aux hôpitaux, débrouillez-vous. Si vous n'êtes pas rentable, nous ne mettons pas de l'argent, ça coûte trop cher. Mais aujourd'hui, c'est cet État-là. En tout cas, tout le monde est rattrapé. On se rend compte que l'État-providence, on y revient petitement. Nous, quelles sont les réserves qu'on avait? C'est la grosse interrogation. Est-ce qu'on a assez de réserves? D'où est-ce que nous venons? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Oui. Quelles sont les forces que nous avons si nous devons copier? Sur la question, qu'est-ce que vous concluez rapidement avant qu'on ne passe à un autre palier? On doit aller par stratégie. Et la stratégie qu'a adoptée le Bénin, c'est la stratégie de nos moyens. Je suis d'accord que le risque est là, on ne sait jamais, mais j'ai la conviction que nous n'allons pas connaître d'hécatombe. Mais la question pertinente que mon ami pose, et si le pire arrivait, on sera obligé de changer de stratégie. Et ce sera toujours avec nos moyens. Toujours avec nos moyens. Avec nos moyens. Alors, c'est clair, on fait la politique de ses moyens. Oui, Louis Assoba, en complément avant qu'on ne passe à un autre. Oui, sur la question, je partage son avis, mais je dis il faut un État plus engagé. Parce que pour tout ce qu'on a entendu la fois dernière, on a compris un État qui dit débrouillez-vous. Le reste, nous sommes là, on n'a pas vraiment les moyens. L'essentiel, c'est de se conformer aux mesures
et de faire tout possible pour lutter contre le mal. Je pense que l'État doit aller au-delà, rassurer, et ça dit s'engager à être responsable pour dire en son temps, quand ça va péter, nous serons prêts. J'imagine que là, vous évoquez comme ça les aspects sur lesquels vous êtes resté sur votre fin. Et pour rester dans la même logique, vous allez ajouter à cela quoi? Sur quel autre sujet vous auriez bien voulu entendre? Mais toujours sur le même sujet. Je veux parler... en termes d'aspect. Je veux toujours parler de cet aspect-là qui m'est cher. Lequel? L'accompagnement de l'État. Parce que si je dis l'accompagnement, ce n'est pas forcément, je ne dis pas d'aller, par exemple, quand on est en période de cordon sanitaire ou bien en période de confinement, d'aller, par exemple, partager des vivres. Je ne dis pas comme ça. L'accompagnement dont je parle, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin, je vais dire, des produits de première nécessité, si vous voulez. Je prends, par exemple, le cas des caches aînés. Je prends, par exemple, le cas, le matériel pour se désinfecter. Aujourd'hui, si l'État voudrait vraiment accompagner, il faut passer par là. Et c'est ça qui doit montrer que, au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, au-delà du fait que l'État a pris des dispositions, il accompagne aussi avec ses moyens. Si, par exemple, je vais acheter, par exemple, un cache-nez aujourd'hui à la pharmacie, c'est un coût. Je n'étais pas habitué. La pauvre dame n'est pas habituée, mais on l'oblige. Il y a aussi les moyens. Il y a aussi les moyens. Aujourd'hui, pourquoi ne pas financer, par exemple, ces genres de choses pour permettre aux citoyens, avec leur petite bourse, d'aller procurer de ces produits-là? Je pense qu'à partir de là, on va voir un État qui aujourd'hui dit qu'il est engagé, qu'il est en train de prendre vraiment les mesures de la chose. On va voir un État plus engagé dans la chose. Mais rester là, dit... Vraiment, nous sommes en train de faire, ce n'est plus une communication. Sur lesquels vous auriez pu attendre le chef et vous êtes resté sur votre fin, vous évoqueriez quoi? Non, moi, sur la sortie du chef de l'État, bon, comme a dit M. Assoba, tout ce que je pensais a été dit. Okay. Et le reste, j'ai compris que, bon, effectivement, est-ce que on peut se chausser à la taille et des Parisiens ou à la taille des Américains? Non, pas totalement. La réponse est non. Alors, vous avez parlé d'accompagnement. On a appris, la SBE a annoncé une nouvelle. Merci. Vous savez, il n'y a pas de charge que les choses se faisaient. Je voulais dire ça. Avant la SBE, l'État même a sorti ça, là, ça a été rendu public. 10 milliards, ce n'est pas beaucoup. Chacun fait selon sa poche. Au début, pour aider tous ceux qu'on devrait... Et lorsque les décisions ont été prises pour garder dans les hôtels, ceux qui doivent être mis en quarantaine dans les hôtels, et tout ça là, comment s'occuper d'eux et tout, les hôtels à réquisitionner, tout ça là, les coûts que cela devrait faire. L'État a débloqué 10 milliards pour cela. C'est déjà un début d'engagement. Donc ce n'est pas un État qui ferme les yeux et qui pense que... en disant aux gens, bon, c'est un malin, bon, soyez responsables. Non, l'État sait que dès que quelque chose de grave va se produire, qu'il sera obligé de sortir les moyens. La mesure de la SBE, qu'est-ce que vous en dites? Non, j'apprécie, mais je souhaite qu'on aille au-delà. Vous souhaitez qu'on aille au-delà? Il y a déjà un élan de solidarité, j'imagine que vous l'avez constaté. Il y a des Béninois qui seront disponibles pour financer par ici, intrants médicaux par là, des équipements, pourquoi pas. Et désormais, des comptes sont disponibles pour que tous ceux qui voudraient le faire puissent le faire. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est une bonne initiative. Je prie seulement que moi ce qui bon, ce n'est même plus une question de prière. Oui. Que les contrôles au niveau des frontières, au niveau de tous ceux qui sont en quarantaine, tout ça là, que les contrôles soient vraiment renforcés. Et que l'État puisse, pour le moment, puisque son engagement tel que le souhaite M. Assoba, encore un peu timide, mais on ne sait pas comment est-ce que c'est des gens qui réfléchissent, hein, c'est un État intelligent. Tout le monde réfléchit. Oui, non, je veux... C'est pour, le Niger aussi a réfléchi. Non, c'est pour dire quelque chose. Chacun a sa méthodologie de travail. Ne pensez pas que les gens dorment. J'espère qu'ils ne dorment pas. Et que
Et moi, je voudrais leur suggérer quelque chose. Oui, allez-y. Parce que quand Il ne j'observe... reste que quelques minutes. Quand j'observe tout ce qui se passe dans le monde, que l'État puisse investir dans les tests. C'est-à-dire Et les tests pour dépister. Ok. C'est un préalable très important. C'est important. Oui. Quel que soit en Corée, si ça a marché, c'est parce qu'on a pris par là. Les tests, l'État béninois est très calme. J'espère qu'ils sont en train de voir, de réfléchir. Et aussi, on a des produits. J'ai lu, c'est pas pour lui faire la publicité, un de nos compatriotes dont un des produits a fait quelques effets, puisque nous sommes toujours en essai clinique, quelques effets au Burkina Faso, et les Burkinabés ayant reconnu que ce monsieur-là est béninois, donc on ne peut pas faire un truc comme ça sans le Bénin, et que le même essai se fait corrélativement avec le Bénin. Nous espérons que tous ces essais-là vont prospérer et que d'ici là, nous aurons l'antidote pour contrer le mal. C'est des choses vraiment qu'il faut souligner. Il y a tellement de lueurs d'espoir à l'horizon, mais manifestement, dans la conjugaison des efforts, c'est ce qui s'apparente là. Si on veut aller loin, il faut pouvoir se donner la main. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message que je partage avec vous. Dans cette conjugaison d'efforts, de solidarité, serait-ce possible, d'après vous, de penser aux exilés politiques? Oui, tout le monde, on a besoin de tout le monde. Les gens sont devenus exilés politiques comment? Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Le titre d'exilé politique ne veut pas dire qu'ils ne sont plus béninois. C'est ça. C'est des querelles politiques ou bien des problèmes de justice, tout ça là. C'est le mouvement de les querelles politiques pour penser seulement sanitaire? Ceux qui sont au gouvernement, moi, ça ne me gênerait pas. Parce que autant ça ne m'a pas gêné en février 90. Quand les Bonabertin, les Adrien Oubedji et tous les autres, et Alphonse Lemon, et tous les autres, on les a vus à la conférence, Bonabertin qui embrassait général Mathieu Kérékou. Il n'était pas très émouvant. Il n'était pas général en ce moment, mais qu'il a embrassé Mathieu Kérékou. Mais moi j'ai quitté déjà l'université, mais moi j'étais très content. On était très contents parce qu'on recevait, quand Bonabertin était représentant résident du PNUD à Dakar et que ça n'allait pas ici, il écrivait des lettres qu'il envoyait. Nous, en tant qu'étudiants, on prenait ces lettres-là, on les lisait et il ne s'entendait pas avec Kérékou. Mais quand on a vu tout ce monde-là s'embrasser, on était contents. Parce que personnellement, moi, je n'ai vous allez la crise sanitaire, il y a un fort élan de solidarité qui s'annonce petitement. Pensez-vous qu'il faille penser aux exilés politiques? Vous allez constater tout simplement que depuis un certain moment, quand cette crise sanitaire a commencé, dans tous les États du monde entier, on a tel les querelles, on a tel les égos, et même les régimes ont commencé par travailler de main en main avec les opposants. Je prends par exemple le cas du Sénégal, même le cas du Niger, qui est allé même au-delà, qui a libéré des prisonniers politiques où un célèbre opposant faisait partie. Je pense que c'est le moment, peut-être, je ne veux pas dire c'est le moment plus que jamais, c'est quand même un moment qui pourra permettre. Tout à l'heure, on a lancé cette histoire de solidarité où il faut, si tu as quelque chose à donner, tu pourrais. Je pense qu'on a quand même des milliardaires aujourd'hui qui sont exilés. Et s'ils étaient là, à pareil moment, on aurait eu déjà leurs actions. Et je crois que ce moment, ça peut être le moment idéal pour le régime en place de donner la main à ceux qui sont exilés, qui sont capables aussi d'aider ce gouvernement à réduire le pire. Je pense que c'est le moment pour ce gouvernement-là de le faire. Et s'il peut le faire, il peut le faire. C'est Macron qui l'aura dit, face à la pandémie, on a besoin d'être une nation unie, ensemble, pour y arriver. Autrement, on risque le pire. Alors, pour finir avec une couche qu'on ne peut oublier, c'est un moment épreuve pour tous. Nos prisons, elles sont très peuplées, sinon surpeuplées. Alors, faut-il, pas ces heures-ci, penser à les désengorger? Oui, maintenant, pourquoi est-ce que les prisons étaient engorgées? C'est la première question. Alors, pourquoi est-ce que... On a appris récemment que pourquoi il y a des gens qui auraient pu sortir depuis... Pourquoi est-ce qu'avant le corona... Alors, pourquoi est-ce que les dossiers traînent? Pourquoi avant le coronavirus,
les dossiers. Face à la menace, quelle stratégie en termes d'apport, puisqu'on est là pour faire des apports, qu'est-ce qu'on fait? On crée d'autres espaces, on récupère des lieux pour désengorger les prisonniers. Quelle peut être la formule pour le Bénin? Parce qu'on fait partie des États où les prisons sont très superpeuplées. L'État est responsable, c'est à l'État de voir. Parce que, au fait, vous ne proposez rien, vous? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Moi, je ne peux pas, d'ici maintenant, pour dire, bon, libérer tous les prisonniers. Non, c'est nécessairement pas la formule. Ça n'a pas de sens. On réquisitionne encore des lieux pour faire un peu bon, s'il faut, les hôtels, s'il faut maintenant envoyer les prisonniers dans les hôtels, mais ce serait bien. Parlons sérieux. Ce serait bien avec quelques bouteilles de champagne à côté. Mais ils vont applaudir le coronavirus. Je voudrais sérieusement. On fait quoi? Parlant de la situation de ces détenus, parce que le mal est là et ce n'est pas... il faut donner au moyen au juge d'accélérer dans le traitement des dossiers. Pourquoi pas? C'est une piste. Et puis maintenant, il faut... ceux qui n'ont pas... Les voleurs de poulets, de bicyclettes, tout ça là, des gens qui n'ont pas fait quelque chose de choses qui ne sont pas dangereux, qui n'ont rien fait d'extraordinaire, qu'on a pris parce qu'ils n'ont personne, et les juges étant débordés, donc ils ignorent certains là-bas, qu'on revoie tous ceux-là, puis qu'on les élègue, et puis qu'on réduit un peu le nombre dans nos prisons. Oui, quelque chose est faisable. Je crois que c'est la meilleure solution. Et parce que lorsque vous parlez de désengorgement aujourd'hui, est-ce que l'État a les moyens pour aller construire à l'heure où nous parlons actuellement? Parce que l'urgence, c'est le virus qui est là. Donc, je pense peut-être à la grâce présidentielle pour certains, où leur crime n'est pas aussi... criard que ça, parce que ça existe où, par exemple, on peut voir parmi eux ceux qui sont devenus peut-être sages au moment où ils étaient en prison, tout ça, on pourrait quand même en trouver. Je sais que le gouvernement a ce moyen-là, peut trouver la stratégie, parce que le virus pique un seul prisonnier aujourd'hui, ça serait de l'hécatombe. Vous le savez très bien, parce que nos prisons, les prisons sont construites souvent pour 50 prisonniers, mais à l'arrivée, on en trouve 2000, 3000. Donc, je crois que la stratégie, nous, on ne peut pas proposer parce que le gouvernement, le régime est là. On peut suggérer la grâce présidentielle pour certains qui n'ont pas quand même un crime aussi lourd que ça. Et l'accélération des dossiers au niveau des juges. Pour conclure, le temps est complètement parti. Oui, moi, je vous dis merci pour cette émission-là. Et moi, j'ai une conviction, et c'est que je crois que c'est la même conviction chez M. Assoba, mais qui quand même a un peu peur. Il parle d'hécatombe. On n'aura pas d'hécatombe au Merci, Bénin. Oui, il faut positiver. Et même pas en Afrique, on n'aura pas d'hécatombe. Merci. Votre conclusion? Que la population sente que le régime, le gouvernement est en train de travailler réellement pour l'éradication de ce virus-là. Que la population sente que l'État est à côté d'elle pour lutter contre cette maladie. Merci Louis Assoba, on vous a compris. Merci pour votre contribution. Merci également à vous, Monsieur Zéphirin Aouga. Oui, que l'État, mais oui, que la population fasse ce qui doit être fait aussi. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été dans notre 100% Bénin. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fausse compagnie sur cette citation de l'écrivain et botaniste français Jean-Henri Bernardin de Saint-Pierre. La vie, dit-il, est une épreuve et non pas un supplice. Mais avec méthode et rigueur, on finit toujours par triompher fidèle et mieux par la dompter. Ainsi soit-il pour nous. Demain, c'est un autre jour. Vivement la gaieté retrouvée. À très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.